Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Comment superviser et sécuriser mes données sous Office 365 qu'on réalisé avec Varonis et Metis. Je vais laisser la parole à David Rébro qui va commencer ce webinaire. David, je te laisse la main. Merci Claire. Donc bonjour à tous. Donc David Ribeiro de Société Metis. J'ai la chance d'animer aujourd'hui ce webinaire avec Victor Joaton de la Société Varonis. Et durant ce webinaire, on va essayer de vous présenter les apports de la solution Varonis dans le contexte de la sécurisation et de la supervision des données sous Office 365. Donc je vais commencer par d'abord une petite présentation de la société Metis très rapide. C'est pas l'objectif, c'est de vous présenter tout ce qu'on sait faire, mais en tout cas, c'est vous présenter qui nous sommes déjà. Donc, nous avons 10 agences en France. 3 nouvelles agences ont été ouvertes cette année en 2020, Bordeaux, Aix-en-Provence et Strasbourg. Nous sommes un petit peu plus de 300 salariés et nous avons pour ambition de recruter encore 100 personnes sur le territoire national. Même dans ces temps compliqués, on continue à croître et nous sommes un partenaire Microsoft depuis 2011. Lorsqu'on dit partenaire Microsoft, vous voyez, ce qu'on appelle un pure player, on a un certain nombre d'expertises dans les technologies qu'on a essayé de vous représenter sur cette diapositive. Des points à noter, donc on est partenaire Gold et Silver dans un très grand nombre de compétences. On a la chance d'avoir 2 Regional Directors, donc qui est un titre important au niveau de la reconnaissance de la communauté Microsoft. On a 5 MVP et on a donc qui sont des Microsoft Most Valuable Player et 4 formateurs Microsoft. Donc, on peut accompagner le client aussi bien dans des phases amont de projet pour la formation de leurs employés et aussi dans la mise en place des solutions. Mais ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est donc la thématique de sécuriser les données Office 365. Donc, je vais faire une brève introduction qui permettra ensuite de mettre en valeur les apports de la solution Varonis que présentera Victor dans un second temps. Donc, première chose à noter, donc il faut déjà un petit peu définir le contexte. Donc, les applications Office 365 qui sont maintenant très couramment déployées et qui ont un fort taux d'adoption dans les sociétés. Teams en particulier, qui a eu un boom extraordinaire avec les nécessités de mettre les gens dans les situations de capacité de travailler depuis leur domicile, donc de faire du télétravail. Donc, ça permet aux entreprises de disposer de services performants. C'est une solution SaaS. On peut accéder à toute la solution depuis n'importe quel périphérique et sans avoir à se préoccuper de savoir est-ce que j'ai mon serveur, il va répondre à la charge, etc. Donc, ça, c'est l'avantage du software as a service, du SaaS. Mais on a quand même un certain nombre d'éléments. On ne peut pas se dédouaner de tout. On a un certain nombre d'éléments qui sont encore sous la responsabilité des entreprises. Donc, notamment la gestion des identités, la gestion des droits, la gestion des données, on le verra juste après, et de manière aussi importante, la gestion des périphériques. Donc là, j'ai essayé d'utiliser la table périodique d'Office 365. On voit donc toute la gamme de produits et de solutions qui sont disponibles. Donc, pour gérer tout ça, il faut qu'on sache s'adapter au contexte et avoir des outils qui sont performants et qui s'adaptent justement à tous ces contextes. On a peut-être certaines de nos solutions, certaines de nos données qui vont rester chez nous, d'autres qui vont être en mode hybride avec de la synchronisation, ou d'autres qui seront pleinement hébergées dans le cloud. Donc, on va chercher justement à obtenir des outils qui vont nous permettre d'adresser l'ensemble des composantes de ce qu'on doit gérer. Donc, on va faire je souhaitais faire justement un focus sur Microsoft Teams et surtout peut-être un petit peu expliquer, parce que certaines sociétés ne le savent pas, je l'ai encore rencontré récemment, que globalement Teams c'est un agrégateur de contenu et c'est la porte d'entrée dans votre système d'information. Donc c'est bien parce que depuis ce seul client Teams, on a la capacité d'accéder à plein d'informations, à faire du chat, à faire de la gestion de projet avec du planeur. On va pouvoir héberger des réunions, on va pouvoir collaborer autour des documents, on va pouvoir gérer des contacts, on va pouvoir s'intégrer à d'autres applications métiers. Donc c'est vraiment la base du digital workplace. Et Teams est profondément intégré avec Office 365 et on va voir justement avec quoi ça s'intègre. Donc là, j'ai pris
un petit schéma d'architecture qui permet globalement de positionner les choses. À savoir que notre client Teams va s'appuyer lorsqu'on cherche la première chose qu'on cherche, ce qu'on fait dans Teams, on va créer des équipes. Mais une équipe en tant que telle, c'est ni plus ni moins qu'un groupe Office 365 sur lequel on a adossé des propriétés. Ensuite, on va vouloir collaborer, on va vouloir stocker des documents. Ben, ces documents, ils ne sont pas stockés dans Teams, ils sont stockés dans SharePoint. Lorsqu'on va vouloir faire de la conversation, lorsqu'on va vouloir échanger des fichiers entre deux personnes, c'est OneDrive qui va être utilisé. Donc, l'ensemble de ces briques, on voit bien que Teams n'est ni plus ni moins qu'un client d'accès à d'autres applications de la suite Office 365. Et donc ça, c'est à prendre en considération et je pense que Victor ensuite appuiera le trait sur justement ce qu'il est nécessaire de vérifier et ce en quoi Varonis va nous permettre d'adresser pas cette complexité, mais cette composante. L'autre point qu'il est important de prendre en compte, c'est globalement où sont stockées nos identités. Parce que nous, tout utilisateur, globalement, pour pouvoir accéder à un service, on dit maintenant qu'on consomme des services, il faut qu'on sache s'authentifier. Et donc, là, j'ai schématisé les 3 modèles de gestion des identités qui sont disponibles pour pouvoir accéder à Office 365. Donc, on aura des identités qui seront purement cloud, c'est ce qui est matérialisé en vert, donc on n'a aucun service, c'est une société qui s'est créée on dit voilà, on démarre directement dans le cloud, on n'a pas besoin on n'a pas de reliquat, on n'a pas d'adhérence avec des identités qu'on pourrait avoir on-premise, un Active Directory classiquement, et qui va être, cette identité serait synchronisée via globalement un utilitaire qu'on connaît lorsqu'on a fait la mise en place d'Office 365 ou de Microsoft 365, donc Azure AD Connect, qui va faire de la synchronisation d'identité. Donc c'est le deuxième point. Et autre solution qui existe aussi, on va faire de la fédération d'identité lorsqu'on a nécessité d'aller peut-être s'adosser à d'autres gestionnaires d'identité ou aller chercher des informations dans des annuaires tiers, par exemple. Donc tout ça, c'est très bien, mais maintenant, il faut qu'on garantisse l'intégrité de nos accès utilisateurs et veiller à ce que les authentifications soient sécurisées efficacement. Donc là, c'est là où on va commencer à mettre en place et on va commencer à réfléchir sur quelles sont les solutions qui vont nous permettre d'embrasser et de gérer l'ensemble des composantes dont je viens de parler. Et donc, c'est pour ça que je faisais une brève introduction pour permettre à Victor, qui va pouvoir prendre la parole dès maintenant, et présenter globalement les apports fonctionnels de Varonis par rapport à l'ensemble de ces problématiques à adresser. Donc, je te laisse la parole, Victor. Hop, merci beaucoup pour l'introduction, David. Est-ce que mon écran est bien visible? Enfin, est-ce que mon slide, la complexité est l'ennemi de la sécurité, est bien visible? Oui, on le voit de notre Oui, côté. c'est bon. Il semblerait, Victor, c'est bon, tu peux y aller. C'est parti, merci pour l'introduction. Donc bonjour à tous, Victor Joiton, je suis le responsable de tous les avant-ventes de France chez Varonis, donc ça représente une grosse quinzaine de consultants. Et effectivement, comme David l'a expliqué, on va mettre en avant dans ce webinaire vraiment l'apport de Varonis pour protéger les données non structurées au niveau de Teams et Office 365. Alors, juste avant de mettre les deux pieds vraiment dans le sujet, juste un slide pour en gros synthétiser tout ce qu'on est capable de faire avec la plateforme de sécurité Varonis. Varonis existe maintenant depuis 15 ans. Le cœur de métier de Varonis, c'est la protection des données dites non structurées. Non structurées voulant dire les fichiers Word, les fichiers Excel, les PowerPoint, tout ce genre de fichiers qui vont se retrouver sur les serveurs de fichiers en on-premise, mais aussi évidemment dans Office 365. On dit que plus de 80% des données dans le patrimoine informationnel de votre organisation sont des données non structurées, le reste étant des données structurées dans les bases de données, Oracle, SQL, derrière les gros logiciels, etc. Donc par définition, ces données structurées, dans les outils proposés, il y a des mécanismes de sécurité. Par contre, pour tout ce qui est données non structurées, c'est un peu moins le cas. Donc Varonis va couvrir un certain nombre de data stores par défaut. Donc j'ai déjà cité effectivement tout ce qu'il va retrouver comme serveur de fichiers en on-premise.
des NAS, des fichiers, des serveurs de fichiers Windows, Linux. On va retrouver aussi tout ce qui est SharePoint, Exchange. Et donc, le pendant de toutes ces ressources et tous ces data stores dans le cloud aussi, avec SharePoint Online, Exchange Online, OneDrive et finalement Teams qui est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Il y a une partie aussi dans Varonis qui concerne la partie Active Directory et Azure AD. On est en capacité aussi de monitorer tout ce qui se passe dans ces repositories d'identité et ça fait le lien un peu avec ce qu'avait dit David en introduction. Très rapidement, les grandes fonctionnalités de Varonis, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on couvre tel ou tel data store, c'est bien joli, mais concrètement, il y a 3 fonctionnalités phares chez Varonis. La première, c'est la cartographie des permissions. On va le voir durant toute la session. La cartographie des permissions, c'est pour avoir de la visibilité. C'est de savoir répondre à la question qui a le droit à quoi, à quel moment. Donc je répète, que ce soit sur des file serveurs en on-prem ou que ce soit dans le cloud 365. Deuxième grosse fonctionnalité, c'est l'activité. On collecte les événements de ces data stores. Ça veut dire quoi? On peut répondre en fait à la question de qui a fait quoi. Donc concrètement, sur un OneDrive, sur un Teams, sur un file server en on-prem, on va pouvoir avoir des événements du type qui a créé tel fichier, qui a supprimé tel répertoire, qui a modifié telles habilitations sur tel répertoire, etc. On va pouvoir collecter ces événements-là pour aussi compléter cette visibilité sur ce qui se passe autour de la donnée non structurée. Et la troisième grande fonctionnalité, c'est la partie classification. On est en capacité aussi, grâce à notre moteur de découverte des données sensibles, de savoir où sont les données sensibles sur toute cette donnée non structurée. Évidemment, dans vos organisations respectives, il doit y avoir des terras, des pétas de données non structurées. Donc, c'est ultra important d'utiliser aussi cette partie découverte de données sensibles parce que c'est comme ça qu'on pourra prioriser finalement le risque et savoir où sont vraiment les repositories qu'on doit protéger en premier. 3 grands use cases, ça c'est sur la droite du slide, la protection des données au sens large, la mise en conformité avec ce que je viens de raconter sur la découverte des données sensibles, on va pouvoir répondre à un certain nombre de réglementations autour des données comme le RGPD, comme le PCI DSS ou autres réglementations par rapport à votre métier. Et enfin, il y a la partie aussi détection des menaces et réponse à incidents, avec ce que je viens d'expliquer sur tout ce qu'on collecte. Varonis, la plateforme de sécurité Varonis propose du machine learning et un certain nombre de modèles de menaces, plus de 150, pour détecter les comportements suspicieux comme de l'exfiltration de données, des attaques ransomware, des attaques Active Directory, etc. Donc voilà sur ce slide un peu tout ce qu'on fait avec la plateforme Varonis et on arrive au sujet principal qui est la protection des données autour de Teams. Donc dans ce webinaire, on va déjà, donc c'est peut-être un tout petit peu de redite par rapport à l'introduction, mais on va vraiment voir ce qui se passe derrière les interfaces web Teams. Donc il y a vraiment 2-3 cas d'usage, vous allez voir 2-3 vidéos qui montrent des trucs très basiques, mais des choses un peu moins, mais en tout cas on va essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec Teams. Secondo, on va voir ce qui se passe derrière en fait tout ça, un peu tout ce qui est caché. Et on va vite voir qu'effectivement, par rapport au fonctionnement intrinsèque de Teams, par rapport à où sont placées, où sont stockées les données sensibles, ce qu'en font les utilisateurs, quel est l'usage, etc., on voit que c'est très difficile de contrôler, d'avoir une vraie visibilité sur tout ce qui se passe autour de la donnée non structurée derrière Teams. Et enfin, évidemment, on montrera comment Varonis peut vous aider là-dessus. Donc sur le fonctionnement de Teams, on va déjà mettre en avant une équipe. Donc l'équipe derrière la direction financière avec Amélia qui est la directrice et un certain nombre de membres. On a Sandra qui est responsable des prestations et on a Margaret qui est une avocate externe. Alors que ce soit la direction financière ou Sandra la responsable des prestations, on parle de personnes qui sont au sein d'une organisation, donc interne. Et on a Margaret qui est plutôt une externe à l'organisation mais qui va pouvoir aussi faire partie du Teams. Ça fait, on va le voir aussi durant la session, hein, derrière Teams et les politiques qu'on peut appliquer grâce à Microsoft, on peut tout à fait restreindre un certain nombre de choses dans la création des Teams, on peut tout à fait restreindre les partages aussi vers l'extérieur, etc. Là, on part du principe qu'on est sur l'utilisation assez basique de Teams et qu'on n'a pas appliqué un certain nombre de politiques. Donc, premier point, création d'une équipe dans Teams. Bon, c'est assez simple.
on va voir qu'en 3 clics, on va pouvoir créer un Teams. Donc on voit qu'avec l'interface, que ce soit le client lourd ou le client léger, on va pouvoir créer ce Teams, donner un nom, on va pouvoir mettre un Teams privé ou un Teams un peu plus public. C'est juste une question d'ailleurs de visibilité au niveau de son client Teams. Et on voit en 3 clics, on a créé le Teams. Et là, on va pouvoir rajouter les members. Alors, c'est assez binaire quand on crée un Teams. Soit les utilisateurs qu'on rajoute vont être members, soit ils vont être propriétaires. Donc là, en l'occurrence, la personne, donc, la directrice qui était Amélia qui crée ce Teams, va désigner Sandra, donc une des membres de son équipe, comme, non pas Sandra, pardon, Zoé, comme copropriétaire de ce Teams. Donc je répète, c'est assez binaire en termes de droit. Soit on a les propriétaires, soit on a les members. Une fois que c'est créé, on voit qu'en l'espace d'1 minute, on a créé un nouveau Teams. On a cette visibilité sur l'interface Teams des gens qui sont propriétaires et des gens qui sont juste membres entre guillemets. On a créé notre Teams. On a rajouté les bonnes personnes membres ou propriétaires du Teams. Et derrière, c'est là qu'on va commencer à pouvoir faire du travail collaboratif. David l'a dit en introduction, l'objectif quand même des outils de Teams, c'est le travail collaboratif, c'est une expérience utilisateur assez simple pour les end-users et même ceux évidemment qui ne sont pas IT. Donc là, on va pouvoir partager des informations, voire des informations sensibles. Donc concrètement, deuxième petite vidéo, on va créer un channel ou un canal. Ce canal, de la même manière, il va pouvoir être standard, il va pouvoir être privé. On va voir d'ailleurs que c'est une question de visibilité dans le Teams, même au niveau des droits. Et on va pouvoir rajouter un files au niveau du channel. Donc c'est un channel là qu'on appelait bonus au niveau du Teams compensation. Donc là, on va uploader un nouveau document. Vous aurez compris qu'on manipule quand même des données sensibles parce qu'il s'agit des bonus des employés. Et là, à partir du moment où on a partagé cette information dans le Teams, évidemment, toutes les personnes membres du Teams ont accès à ce fichier. Donc on voit que très simplement, on a partagé en fait des données sensibles à tous les membres de l'équipe. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est Linda. Alors pour rappel, Linda, c'est une membre du Teams, une simple membre, elle n'est pas propriétaire du Teams, c'est une membre du Teams. C'est elle qui a déposé ce fichier et elle a juste fait que déposer le fichier au niveau de l'équipe Teams. Donc de ce fait, je répète, les autres membres du Teams ont accès à cette information, à cette data. Derrière, on va partager des données sensibles avec des personnes qui n'appartiennent pas forcément à l'équipe. Donc là, dans cet exemple-là, troisième petite vidéo, on est un des membres du Teams, on est sur on va dire l'interface Files. On va pouvoir partager assez facilement ce document. Alors, dans un premier temps, on peut soit le partager directement depuis Teams, on peut aussi l'ouvrir dans un navigateur, on peut l'ouvrir avec le client lourd, enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais finalement, on va toujours retrouver cette fonctionnalité de partage et c'est bien ce qu'on est en train de voir. Et là, l'un des membres du Teams va pouvoir partager l'information avec une personne en particulier. Et là, en l'occurrence, on va rajouter Emma, qui est membre des ressources humaines. Si on se rappelle bien, et un des slides que j'ai montré au début, Emma ne fait pas du tout partie du Teams. Elle est vraiment extérieure au Teams, elle fait partie de l'organisation et de l'entreprise, mais elle ne fait pas partie du Teams. Et là, on voit que très facilement, on a partagé ces informations vers quelqu'un d'autre. Autre exemple, c'est le chat et les chats qu'on peut faire à l'intérieur, au sein même d'un Teams. Donc, on peut échanger juste des textes au niveau d'un chat, mais on peut évidemment aussi partager des documents et de la data. Et là, on voit que dans notre exemple, il va effectivement avoir l'échange d'un fichier via ce chat, un fichier qui s'appelle Employee Agreement pour Allison. Bref, c'est quand même de la donnée sensible et quelque chose qui ne doit pas être publié. Et là, très rapidement aussi, via un chat, on a partagé une donnée qui est sensible.
Donc juste un petit récap, on a James qui fait partie de l'équipe finance, fait partie du Teams aussi techniquement, a partagé un document, le fameux document des bonus, à Emma, qui elle est responsable des ressources humaines, mais qui ne fait pas partie du Teams à la base. Ensuite, William, qui fait aussi partie du Teams et de cette équipe finance, a partagé un document dans le chat à Margaret. Alors, Margaret, on l'a vu, fait partie du Teams, mais c'est quelqu'un qui est externe à l'organisation et externe à l'entreprise. Donc, comment, en gros, cette collaboration peut tourner au chaos? En gros, déjà, on a des utilisateurs qui deviennent administrateurs du groupe de sécurité, mais sans forcément s'en rendre compte. Ça, c'est au moment de la création du Teams par Amelia. Elle a ajouté Zoé, OK, membre de l'équipe, qui aurait pu au minimum être membre du Teams, mais elle a été promue, entre guillemets, copropriétaire du Teams. Alors là, tout dépend comment on a déployé Teams, tout dépend quel est l'accompagnement utilisateur, quelle est la communication qui est faite derrière. En tout cas, on peut voir que Zoé, elle se retrouve propriétaire, donc avec un certain nombre de droits dans le Teams, mais elle dispose aussi d'un certain nombre de droits puisqu'elle a été rajoutée dans un groupe de sécurité qui donne les droits au niveau du Teams. Sans le savoir ou pas, je répète, ça dépend de la communication qui est faite derrière. On a des utilisateurs qui exposent des données dans les canaux, on va dire dans les channels, de manière accidentelle. Alors, de manière accidentelle, ça peut être aussi voulu, hein, mais je veux dire, effectivement, c'est un point du coup qui est important, c'est cet accompagnement au changement, comment Teams a été déployé, comment les utilisateurs vont utiliser ça, parce qu'on voit qu'effectivement, en 3-4 clics, on va pouvoir partager des informations. Donc c'est pour ça que là, dans notre cas d'usage, on explique que c'est peut-être de manière accidentelle, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a partagé des informations assez sensibles, assez critiques, à quelqu'un d'externe à l'entreprise. Ce qu'on dit, c'est que les équipes privées ne sont pas vraiment privées, parce que de la même manière, on a vu qu'on a créé un Teams dit privé, mais on a James, membre de l'équipe, membre du Teams, qui a partagé ce fameux document à Emma, qui elle est une utilisateur externe au sens Teams. Elle ne fait pas partie de ce Teams privé. Elle fait partie de la société, mais pas du Teams. Et là, pareil, en 3-4 clics, on a pu partager ce document assez facilement à quelqu'un d'externe au Teams. Alors, où vont les fichiers partagés durant les discussions? Ça, c'est le dernier exemple que j'ai montré. On a un chat au sein d'un Teams, on partage un document, donc il y a vraiment de la donnée derrière, il y a un fichier, il y a de la donnée non structurée. En fait, il faut savoir que ces fichiers-là vont dans un OneDrive spécifique au Teams, attaché au Teams, mais en tout cas, d'un point de vue fonctionnel, on a un document aussi qui est parti vers Margaret, qui est externe à l'entreprise. Et là, dans notre exemple, évidemment, on a voulu montrer une donnée qui est critique. Ça aurait pu être une donnée un peu moins critique, mais voilà, l'objectif, c'est de vraiment vous montrer que pareil, en 3-4 clics, on a un document qui est parti comme ça dans la nature et pas forcément qui est resté en vase clos à l'intérieur du Teams privé. Donc là, ce slide pour mettre en avant que partager n'est pas forcément rendre service en matière de sécurité. Ce qu'il faut retenir avec des outils de travail collaboratif comme Teams, c'est que c'est absolument génial pour l'expérience utilisateur. On n'a pas besoin, entre guillemets, d'ouvrir une requête à l'IT pour dire je veux tel droit, etc. sur tel partage. Non, là, on laisse quand même un peu plus les mains libres aux utilisateurs finaux, mais évidemment, peut se poser ce problème d'un point de vue sécurité. Donc là, on est, j'aurais envie de dire, dans un sujet qui est juste le sujet habituel autour de la sécurité, c'est-à-dire il faut en 2020 pouvoir donner des outils aux utilisateurs qui soient faciles à prendre en main, faciles d'utilisation, faciles pour le travail collaboratif, mais il ne faut en aucun cas oublier la sécurité. Donc c'est en ça, effectivement, que là, on va montrer comment nous, avec Varonis, on va pouvoir montrer un certain nombre de choses. Alors, à quoi ressemble le chaos en coulisses? Parce que là, on a vite vu, avec des use cases assez simples, vous aurez compris qu'en gros, on peut partager un peu des informations sensibles, ça peut sortir du cercle du Teams privé, ça peut même aller au-delà de l'entreprise. On voit déjà que effectivement, ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes de sécurité.
Mais si on va un peu plus loin, ça, David, on a parlé aussi brièvement en introduction sur, en gros, comment va fonctionner un Teams. Teams, c'est un service, mais qui va s'appuyer sur les fonctionnalités suivantes dans Office 365, qui sont Exchange Online, Azure AD, OneDrive et SharePoint Online. Donc, où les données de l'équipe sont-elles conservées? Donc, quand je parle de données, je répète, c'est vraiment les données non structurées avec tout ce qu'on a vu durant les cas d'usage. Donc déjà, quand une nouvelle équipe, un nouveau team s'est créé, derrière, ça crée un site SharePoint Online. On crée un nouveau channel standard. Là, ça va créer un dossier sous le site SharePoint Online. Et donc, du coup, que ce soit les fichiers, les emails, donc la donnée non structurée, vont se retrouver dans ce dossier propre dans SharePoint Online. Si on a créé un channel privé, ça crée en fait un nouveau site SharePoint Online et du coup les fichiers et emails sont créés dans un dossier spécifique mais à l'intérieur même, au sein même de ce nouveau site SharePoint Online. Donc là c'est pour faire quand même une espèce de ségrégation en termes de droit, surtout en background et au niveau technique par rapport au channel qui est privé. Mais on voit que là déjà, en termes de création, au niveau de stockage des informations qu'il peut y avoir dans un Teams, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout est stocké derrière dans SharePoint Online. Enfin, vous vous souvenez, on a parlé du chat au sein même du Teams avec la pièce jointe ou le fichier qui a été échangé dans ce chat. En fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en gros, mais il y a un OneDrive associé au Teams qui a été créé pour pouvoir justement stocker ce genre d'informations. Donc là, dans ce cas spécifique-là, on a une donnée, on a de la data qui est stockée dans OneDrive. Alors, est-ce que le service informatique peut s'en sortir? Alors, grosso modo, ça va être compliqué avec les interfaces par défaut proposées par Microsoft. On voit déjà que quand on est dans Azure AD, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai insisté tout à l'heure sur les deux types de droits dans le Teams, il y a les members et il y a les propriétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, des groupes Azure AD sont créés. Imbriqués derrière dans des groupes locaux SharePoint Online pour donner les droits au niveau du Teams, mais il y a vraiment des groupes Azure Active Directory qui sont créés. Un propriétaire, un member pour ce Teams-là. Donc quand on va dans Azure AD, on a la vue sur ces groupes et on peut voir déjà un certain nombre d'informations. Quand on est au niveau du Teams, on n'a pas forcément la vue de ces groupes à proprement dit, mais on a quand même cette notion de owner et de members. Et là, de la même manière, on peut voir un certain nombre d'informations. Ce sont surtout les informations à la création du Teams quand on a mis les membres et qu'on a mis les propriétaires. Par exemple, Emma, à qui on a partagé un document, vous vous souvenez, qui fait partie des ressources humaines, en aucun cas, on la voit au niveau des droits du Teams. Pourtant, elle a des droits à un moment donné sur un fichier partagé. Donc, où est Emma? Elle n'est pas visible dans le Teams, elle n'est pas visible non plus dans les groupes Azure Active Directory. Pourtant, je répète, on lui a bien partagé des informations, donc elle a au minimum le droit de voir ou d'écrire dans un document qui a été partagé. Il n'y a pas de visibilité vraiment claire. Emma et Chris, je vais vous en parler juste après, ne sont pas visibles dans SharePoint Online qu'au terme d'exploration fastidieuse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des explorations fastidieuses? Évidemment qu'on grossit un peu le trait, mais franchement, ça vaut l'exercice. Si vous en avez les moyens, je vous conseille de le faire. C'est qu'en gros, Emma, on va pouvoir voir ses droits dans les interfaces Microsoft qu'au niveau de SharePoint Online et dans les vues administration. Et donc, ça veut dire qu'il faut déjà un certain nombre de droits et que derrière, c'est vrai que c'est un peu un parcours compliqué. Alors, les utilisateurs et ceux qui maîtrisent SharePoint y arrivent, mais quand on n'est pas expert SharePoint, c'est un peu plus compliqué. Donc, clairement, le parcours est assez compliqué pour retrouver que Emma a bien des droits. Les membres de l'équipe, donc là, je suis plutôt sur la droite du slide, les membres de l'équipe, tels que je les ai montrés dans les 2-3 slides précédents, sont bien visibles au niveau de Teams.
et dans Azure AD, au niveau des membres de groupe, mais pas dans SharePoint. Donc ça veut dire que, vous voyez très rapidement qu'il y a un certain nombre de droits qui sont visibles dans les interfaces Teams, d'autres droits qui sont visibles au niveau d'Azure AD, et il y a encore d'autres droits qui sont visibles au niveau de l'administration SharePoint Online, mais exclusivement au niveau de l'administration SharePoint Online. C'est-à-dire qu'il faut vraiment naviguer dans ces 3 interfaces consolidées pour avoir une vue exhaustive des droits qui sont appliqués. Alors, qui est Chris? Parce que Chris, on n'en a pas encore parlé. Mais en gros, il faut savoir que aussi au niveau du site SharePoint Online qui a été créé derrière le Teams, vous pouvez aussi faire des partages et en gros faire un share site. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui existent au niveau de SharePoint Online quand on fait du SharePoint Online exclusivement, avec les sites des sites SharePoint, pardon. Mais là, on parle vraiment du site SharePoint Online qui est derrière le Teams. Et là, concrètement, on peut aussi faire ce genre de partage derrière. Donc là, le fameux Chris, on lui a partagé via cette fonctionnalité l'accès au site SharePoint Online du Teams, et le droit en question n'est visible que dans la partie administration de SharePoint Online et évidemment pas au niveau du Teams. Mais ça fait partie, on parlait de visibilité, ça fait partie des choses qu'il faut savoir pour savoir vraiment qui a le droit à quoi totalement derrière le Teams. J'en ai parlé très brièvement. On peut évidemment mettre un certain niveau de droit et des politiques en place sur les partages. Alors c'est important de noter qu'effectivement on peut, vous voyez, alors il n'y a pas non plus 36 solutions, mais en même temps comment dirais-je, c'est assez rapide en fait comme niveau de droit. C'est de se dire, est-ce qu'on peut partager à tout le monde? Donc tout le monde voulant dire même les personnes en externe. Est-ce qu'on peut partager que à ceux qui sont en interne? Est-ce que à des external users mais qui existent déjà au niveau de l'annuaire Azure AD? Est-ce qu'on peut partager exclusivement à l'interne, etc. Vous avez 4 niveaux comme ça. Par expérience, nos clients essayent de mettre le curseur un peu au milieu pour quand même partager les documents. C'est quand même l'objectif de Teams. Nous, par exemple, chez Varonis, on n'a pas le droit de partager à des external users. Donc, c'est que en interne. Mais là aussi, on est quand même une société de 1500 personnes. Un partage d'un document critique à 1500 personnes est vite venu de manière accidentelle. Donc, même le partage en interne peut être risqué. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est en face d'un outil de travail collaboratif. Donc, on ne peut pas non plus se permettre de tout contraindre et de mettre une politique qui dit non, vous ne pourrez pas partager. Car ça n'a plus trop de sens derrière d'utiliser un outil comme Office 365 et Teams. Alors, partage de fichiers classiques sur site, là c'était juste pour rappeler quand même que le travail qu'a à faire le service informatique ou le support, ou enfin bref, il y a des choses à faire en termes de droit. C'est plus fastidieux pour l'utilisateur final. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une maîtrise, peu importe les outils qu'on a derrière le niveau d'automatisation. C'est vrai que les droits qu'on va pouvoir mettre sur des file serveurs et des partages en on-prem, il y aura un contrôle qui est là, et du coup, forcément, on va plus appliquer les principes de moindre privilège, comme on appelle ça, pour être sûr qu'on donne les bons droits, ni trop, ni pas assez aux bonnes personnes. Je ne dis pas que c'est 100% juste tout le temps. D'ailleurs, Varonis est là aussi pour la partie on-prem pour surveiller ça et pour apporter un certain nombre d'automatisation. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même un contrôle par définition qui est plus simple avec des partages en on-prem. Donc effectivement, dans 365, vous l'aurez compris, qui partage, ce sont les utilisateurs finaux. Que partagent-ils? Des sites SharePoint, des dossiers, des fichiers? Bon, ça encore, ça va. À qui les données sont-elles exposées? Là, j'ai envie de dire peu importe, c'est ce qu'on vient de voir. Si on a ouvert les vannes, entre guillemets, ça peut être n'importe qui, parce qu'on peut créer aussi ce qu'on appelle des liens de partage publics. Donc vous savez, c'est avec le fameux lien, alors le lien à rallonge, mais si on crée ce genre de lien pour les partages, n'importe qui met la main sur ce lien peut derrière accéder aux fichiers, au répertoire. Est-ce que ce sont à tous les utilisateurs de l'organisation, des utilisateurs invités, etc. En tout cas, on voit que le spectre peut être assez large, et avec des fonctionnalités proposées dans Teams, on va au-delà des limites de l'organisation et de l'entreprise. Numéro 4, comment partagent-ils les données? Alors là, on l'a vu, hein,
Via Teams, on peut le partager directement, on peut ouvrir le fichier dans un browser Internet, on peut ouvrir le fichier dans le client Excel, dans le client Word, etc. Enfin bref, de partout vous retrouvez la fonctionnalité de partage et toujours pareil, c'est pour faciliter l'utilisation des outils, mais en gros, en 2 clics, on peut partager les documents. L'absence de visibilité, de contrôle centralisé implique que on ne peut pas maîtriser quels sont les droits sur les ressources, on ne peut pas savoir vraiment où sont les données sensibles, où elles sont concentrées, on ne peut pas prioriser les risques. Donc du coup, c'est dur de les réduire. On parle de réglementation. Évidemment, si on ne sait pas où sont les données sensibles, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a aucune visibilité, c'est dur de répondre à un certain nombre de réglementations. Et là, je reprendrai l'exemple assez simple, mais tellement parlant du GDPR par rapport aux données à caractère personnel. On ne peut pas limiter la surface d'attaque. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important aussi quand on parle de données non structurées, et encore plus de données non structurées dans le cloud. Avec le cloud, on a étendu la surface de host, enfin de stockage pardon, des données, et du coup il y a une multiplication des données non structurées. En introduction, j'ai parlé de 80-85%. Je pense que dans certaines organisations avec beaucoup plus d'utilisation de cloud, on doit arriver aux 90-95% de données non structurées par rapport au patrimoine informationnel. En tout cas, sans visibilité, sans maîtrise, c'est très difficile de limiter la surface d'attaque. Et enfin, quand de toute façon, basiquement, on n'a pas de visibilité et qu'on ne sait pas où sont les données sensibles, c'est très difficile aussi de détecter les comportements anormaux. Donc bref, vous aurez compris que la visibilité par rapport à tout ça, c'est quelque chose d'ultra important et c'est vraiment la première pierre et on va voir comment Varonis va vous aider à faire ça. Enfin, avant de passer vraiment sur ce que propose Varonis, ça c'est juste pour essayer de se projeter. Là, on est sur un exemple d'un seul Teams, avec des cas assez concrets. Oui, alors on pourrait dire que les cas sont assez faciles, mais clairement, on est sur des cas d'usage qui sont vraiment utilisés par les end-users à partir du moment où ils ont Teams entre les mains. Donc, il faut imaginer derrière les organisations, les entreprises, de 1000 collabs, 500 collabs, même 200 collabs, 10 000 collabs, à qui on a mis entre les mains Teams, avec ou sans accompagnement au changement, avec un peu le déploiement un peu comme ça en mode c'est eux qui gèrent tout seuls. Enfin bref, on comprendra que derrière ça peut vite devenir le chaos et la maîtrise derrière, il n'y en a plus aucune, tout simplement. J'ai déjà vécu dans une entreprise le déploiement de Teams un peu justement sans accompagnement au changement et on voit qu'on a je sais pas combien de créations de Teams par jour, on a du coup des sacrés trous dans le gruyère par rapport à la protection de la donnée. Et avant de parler de Varonis, même dans les organisations où le déploiement de Teams s'est fait plutôt de manière correcte, avec de l'accompagnement au changement et un accompagnement des utilisateurs, même là, on voit que derrière, pour l'IT, c'est compliqué de tout maîtriser. Comment Varonis va vous aider? 5 piliers. J'en ai déjà parlé lors du premier slide sur la présentation de notre plateforme, mais en gros, le premier pilier, c'est la visibilité. C'est de pouvoir savoir qui a le droit à quoi, d'avoir une cartographie des permissions et d'avoir cette première visibilité. La donnée non structurée, il doit avoir des terras, des pétas de données dans votre structure. Sans outils, c'est impossible d'avoir une analyse fine et de savoir finalement quel est le risque auquel je suis exposé, quelles sont mes vulnérabilités. La classification, c'est de savoir où sont les données sensibles. Pareil, des terras et des pétas de données. Il faut savoir où sont les données sensibles, avec quelle densité, combiner justement à cette partie permission pour prioriser le risque. C'est toujours plus simple de prioriser le risque quand on sait où sont ces données critiques. C'est le discours. Et en plus, comme nous, on va le combiner aux permissions, évidemment, on pourra très vite vous mettre en avant les informations qui sont critiques et qui en plus sont exposées à tous les collaborateurs, par exemple. L'activité, c'est savoir qui a fait quoi. Ça fait partie de la visibilité et ça fait partie aussi du noyau dur de ce que proposait Varonis pour faire du monitoring. Qu'est-ce qui s'est passé lundi matin entre 10h et 10h15 sur ce site SharePoint Online ou sur ce Teams? Qui a fait quoi? Qui a partagé vers qui? C'est
ultra important aussi d'avoir ce genre d'informations pour maîtriser ce qui se passe et quel est l'usage finalement des utilisateurs derrière les Teams, derrière les fonctionnalités Office 365. Et enfin, alors je présenterai plutôt la remédiation avant l'alerting. Tout ce que je viens de dire, c'est faire l'état des lieux. C'est génial, mais derrière, il faut pouvoir corriger et remédier. Varonis propose des outils pour le faire. Et enfin, l'alerting, j'en ai parlé aussi brièvement lors du slide d'introduction. On a du machine learning et on va pouvoir détecter les comportements suspicieux pour détecter quand on est en phase d'exfiltration, d'attaque ransomware ou ce genre de choses. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a beau être proactif, on a beau remédier et couvrir les plus gros risques, le risque zéro n'existe pas, donc il faut pouvoir détecter les comportements suspicieux. Et en ça, le machine learning et l'alerting de Varonis peut proposer des réponses, tout simplement. Pardon. Donc pour aller un peu plus concrètement sur nos interfaces, là, on est sur le dashboard SharePoint Online et Teams. Donc c'est vraiment l'interface web de Varonis. Et vous voyez que une fois qu'on a branché Varonis, en un jour, on va dire, une fois que nos jobs sont passés, on a un certain nombre de risques de vulnérabilité et de métriques. Donc on va vous dire, bah voilà, les données sensibles qui ont été partagées vers des users externes. Voilà les fichiers qui ont été partagés publiquement. Voilà le nombre de Teams que vous avez. Voilà le nombre de folders avec des données sensibles qui ont été partagées publiquement. On va pouvoir vraiment vous donner un certain nombre de métriques comme ça pour déjà vous faire un état des lieux et en gros une analyse de risque. D'autres exemples, tout ce qui est stale data, c'est assez intéressant. Alors qu'est-ce que la stale data? Comme Varonis collecte et monitore l'activité, on est en capacité de vous dire si sur tel ou tel fichier, il y a eu une activité depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois. Et en ça, on va pouvoir vous donner des statistiques. Donc toujours, c'est la combinaison de plusieurs choses. Là, c'est la combinaison de l'activité, il n'y en a pas, avec la partie, par exemple, données sensibles. Et on pourra vous dire, comme dans l'exemple en haut à droite, il y a 355 fichiers qui sont sensibles dans vos Teams, mais qui ne sont pas utilisés. Donc pareil, ça fait partie de la priorisation du risque. Qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, on peut peut-être les supprimer, on peut peut-être les archiver. En tout cas, on peut réduire la surface d'attaque en enlevant ce genre de fichiers. Autre exemple, on peut aussi vous donner les stale data avec des données sensibles qui sont aussi partagées. Donc là aussi, c'est important de savoir que peut-être qu'on peut réduire le risque en supprimant le partage, tout simplement. Donc derrière, il peut y avoir des actions correctives assez simples, mais en tout cas, cet état des lieux montre, on va dire, une certaine exhaustivité des risques autour des partages. Autre exemple, je vous ai beaucoup parlé de la visibilité et beaucoup parlé de l'exhaustivité des droits derrière un Teams. Là, c'est une des deuxièmes interfaces que je voulais vous montrer avec Varonis. On va avoir le fameux site compensation avec les arborescences des répertoires en dessous. On retrouve d'ailleurs notre fichier employé bonuses et on va retrouver d'autres informations comme évidemment la partie découverte des données sensibles, mais surtout la partie cartographie. Et là, Varonis va tout reconstruire pour vous et elle va vous proposer l'exhaustivité des permissions. On a vu tout à l'heure qu'en termes de droit, on avait au niveau du Teams, Chris, à qui on a donné des droits. Vous vous souvenez, c'est le fameux share site qu'on a fait au niveau du site SharePoint Online en dessous du Teams. On a des members, ça c'est assez simple. On les a vus au niveau, quand on a créé le Teams. Ce qui est intéressant de voir sur cette vue, c'est que on voit qu'il y a une imbrication de groupes Azure dans un groupe local au site SharePoint Online. En tout cas, là, ce que je vous montre dans le carré, dans le rectangle plutôt rouge, c'est vraiment le groupe Azure avec les membres. Pareil pour Honors. On voit bien d'ailleurs là encore mieux l'imbrication de groupe, compensation Honors sur le site SharePoint Online. Est membre de ce groupe le Compensation Honors, qui est un groupe Azure, est membre du groupe Compensation Honors dans Azure, Amelia et Zoé. Les shared links, donc ce qui a été partagé à Emma, on le voit à ce niveau-là, alors avec le fameux ID lié aux shared links, mais on voit que effectivement il y a eu un shared link sur ce document pour Emma qui fait partie des HR.
et on voit que ce droit est plutôt positionné au niveau de SharePoint Online. Là, je répète, c'est les droits au niveau de l'employee bonuses. On aurait pu faire exactement le même exercice sur n'importe quel niveau, n'importe quel répertoire du site SharePoint Online pour avoir les droits. En tout cas, sur le fichier en question, on voit que Varonis a consolidé tout ça et en une interface, on a l'exhaustivité des permissions. La remédiation, juste un slide. Une autre fonctionnalité dont je n'ai pas parlé, mais qui existe aussi sur la partie on-premise, c'est les recommandations faites par Varonis. Les recommandations, pareil, comme pour la partie Stale Data, on va se baser sur l'activité, sur n'importe quel répertoire, sur les fichiers des utilisateurs qu'on va confronter aux droits qu'ils ont. Donc concrètement, les petites croix rouges que vous voyez sur la droite, ce sont des recommandations Varonis qui dit, en gros, sur ce site SharePoint Online Finance, je conseille que Adam ou Stacy soient supprimés, puisqu'en fait, ils ont des droits, mais en aucun cas, ils les utilisent. Alors, c'est à mettre derrière, vous voyez qu'il y a un autre exemple, il y a des IT admins, on recommande aussi de les supprimer. Alors, c'est souvent le cas qu'on va pouvoir voir, c'est qu'il y a des fois des droits privilégiés qui sont donnés sur des sites SharePoint, sur des datas. C'est normal qu'ils n'aient pas d'accès, ils ont juste des droits là pour pouvoir intervenir le cas échéant, ce sont des admins. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est plutôt sur les utilisateurs finaux, comme Adam, comme Stacy, où ils ont des droits, mais finalement, ils n'ont pas eu d'activité depuis 6 mois. Varonis vous conseille de les supprimer. Donc ça, c'était un autre cas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à la remédiation, c'est que l'état des lieux, c'est très bien, la remédiation, c'est encore mieux. Et en ça, Varonis peut vous aider à faire des actions manuelles ou automatiques. L'activité. On a l'activité, c'est juste un exemple là des différents événements qu'on a collectés suite à la création du Teams. Vous voyez la création de groupe, l'ajout de members, etc. Et vous voyez que les logs qu'on va collecter sont enrichis et on a des informations qui sont exploitables et compréhensibles des humains. L'activité, juste sur un slide, sur tous les cas d'usage qu'on a vus. Le membre ou propriétaire du MS Teams a été ajouté. Ça, c'est un événement Azure AD parce qu'il y a eu la création de groupes dans Azure AD avec des ajouts de membres. Le fichier Excel qui a été modifié. Ça, c'est des choses, un événement en fait sur SharePoint Online, Varonis le collecte. Fichier Excel de prime partagé à l'extérieur de l'équipe, c'est un lien de partage qui a été créé, c'est ça l'événement, et c'est un événement qui est créé au niveau de SharePoint Online, c'est aussi évidemment quelque chose qu'on collecte. Donc vous voyez que même en termes d'événements, il y en a entre guillemets un peu de partout et Varonis va pouvoir collecter tout ça. Et enfin, j'ai oublié le dernier événement qu'on va collecter aussi, c'est le fameux contrat de travail qui a été partagé, vous savez, dans le chat au sein du Teams. Fichier envoyé, droit ajouté, c'est un événement là qui est au niveau de OneDrive et ça aussi, c'est un événement évidemment qu'on va collecter au niveau de Varonis. La détection des menaces. Alors là, il y a juste un seul slide, c'est juste pour vous montrer un certain nombre d'exemples. On a vu tout ce qui est visibilité, on a vu tout ce qui est remédiation, ce qui est collecte de l'activité. Varonis propose aussi du machine learning. Le machine learning, c'est de comprendre des comportements, apprendre des comportements par rapport à tout ce qu'on collecte. Alors évidemment, vous voyez qu'on collecte des choses qui peuvent venir des on-prem, d'Office 365, de ce qui vient d'Active Directory, d'Azure AD. On sait même faire la collecte des événements qui viennent des DNS, des VPN. Enfin bref, plus on en collecte, plus on est capable d'enrichir, plus on est capable de faire de la corrélation et plus on sera pertinent dans les comportements anormaux qu'on pourra vous mettre en avant et les alertes qu'on pourra générer surtout. Pardon. Là, on a des exemples qui sont concrets sur de la donnée non structurée, sur l'utilisation derrière des liens partagés, derrière Teams, derrière OneDrive, etc. Donc sur du partage, on peut avoir des comportements suspicieux et des alertes qui vont sonner, qui vont être générées sur un nombre inhabituel de fichiers sensibles, par exemple, qui ont été partagés à l'extérieur. Des données sensibles qui ont été partagées avec tous les membres de l'organisation. Vous voyez, dès qu'il y a ce genre de comportement, qui sont des comportements suspicieux, donc peut-être que derrière, effectivement, c'est fait sciemment, mais on peut aussi avoir des comportements plutôt accidentels, mais en tout cas, in fine, on peut avoir des trous dans la raquette en termes de sécurité, et il faut pouvoir le détecter. Au niveau de l'activité, là, on est plutôt sur des modèles de menaces qui fonctionnent
au niveau de 365, mais aussi en on-prem, bah, c'est tout ce qui est accès à un nombre inhabituel de fichiers sensibles, à un nombre inhabituel de fichiers inactifs, à un nombre inhabituel de suppression, l'utilisation d'outils de hacking, l'activité de ransomware, géolocalisation. Voilà, c'est juste quelques exemples. Je répète, on a plus de 150 modèles de menaces et 120 qui se basent sur notre machine learning pour détecter les comportements suspicieux. Notre objectif, c'est vraiment d'arriver au risque zéro et de détecter ce genre de comportement. Là, on a un exemple sur la droite d'un nombre de fichiers inhabituels qui ont été partagés publiquement via Office 365. Et donc là, très rapidement, en temps réel, on peut détecter ça. Vous générez une alerte. Cette alerte peut être effectivement notifiée. Vous pouvez être notifié par mail. On peut faire l'investigation derrière via la console Varonis. On peut aussi envoyer cette alerte à un SIEM qui serait en place. On peut aussi exécuter un certain nombre de scripts automatisés pour avoir un premier niveau de réponse à un incident qui soit automatique. Je pense surtout au cas des ransomware où il faut agir rapidement. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pas mal de choses. Ce qu'il faut retenir. Pour moi, 3 choses dans ce qu'il faut retenir. En partant du principe qu'effectivement, vous avez vu, avec Teams, ça peut vite être très compliqué de maîtriser tout ce qui se passe derrière. Donc les 3 choses importantes, c'est la visibilité et que le contrôle centralisé. Ce qui est bien avec Varonis, c'est qu'avec une seule et même plateforme, on va pouvoir monitorer ce qui se passe en on-prem, mais aussi dans le cloud 365. Ok, cette session était focus 365, mais c'est important de noter cette partie hybride pour avoir avec une seule plateforme en fait quelque chose de centralisé. En tout cas, le maître mot, c'est de retrouver la visibilité. Sans visibilité, c'est impossible de garantir et de protéger la donnée. Donc, c'est déjà ce premier point, c'est la visibilité. C'est avoir l'activité, ça participe à la visibilité, mais c'est de savoir vraiment qui a le droit à quoi et qui fait quoi. Il y a la partie données sensibles, découverte de données sensibles. Vous l'aurez compris, avec le gros volume de données qu'on peut charrier derrière, c'est important de prioriser ces actions, de prioriser les risques. Et grâce à la partie découverte de données sensibles, on peut le faire. Enfin, je parlerai de la partie détection des menaces, car malgré tous les outils, malgré ce qu'on va pouvoir faire avec Varonis, qui est déjà très efficace, c'est important de pouvoir aussi détecter les comportements suspicieux, surtout avec la partie partage, pour savoir si effectivement on n'est pas en face d'une attaque, si on n'est pas en face d'une exfiltration de données. En 2020, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on ait pour pouvoir être sûr de garantir une sécurité à court, moyen et long terme. Bon, le récapitulatif, là c'est bon, je pense que j'ai tout dit lors de la conclusion. C'est qu'avec Office 365, c'est un outil qui est génial pour le travail collaboratif. Par rapport à l'expérience utilisateur, ça l'est aussi. Par contre, on voit que derrière, effectivement, la complexité pour le service IT, de maîtriser tout ce qui se passe, c'est vraiment un point important. Peu importe que Teams ait été déployé, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, à l'arrache, ou accompagné justement par un partenaire comme Med6, c'est compliqué derrière de vraiment avoir le contrôle de ce qu'il y a derrière. Varonis apporte des solutions, vous aurez compris, de la visibilité jusqu'à la détection des menaces, et c'est en ça qu'on peut vraiment avoir un vrai équilibre entre le travail collaboratif pour les end-users et de la sécurité. David, je te laisse du coup reprendre ce dernier slide. Oui, merci Victor. Donc, pour synthétiser, donc c'est pour ça qu'on a fait le webinaire ensemble, le séminaire ensemble. Nous, on est intégrateur de la solution. Je pense qu'on est un des premiers intégrateurs en France. On a beaucoup de références sur le déploiement de cette solution. Donc, on est en capacité à vous accompagner globalement dans l'implémentation des solutions des Varonis, que ça soit sur des audits, des études d'architecture cible, des mises en production, ou alors vous aider dans le paramétrage et tout ce qui est globalement valider tout ce qui va être les cas d'usage et après
après coup, faire le transfert de compétences sur une solution, parce que le tout, ce n'est pas forcément et uniquement de mettre en place une solution, de partir et se dire quand je pars, ça marche. C'est plutôt après, c'est que le client doit s'approprier la solution et savoir la faire évoluer dans le temps, sans nécessairement tout le temps avoir à affaire à un partenaire, ou alors dans ce cas-là, on travaillerait plutôt dans le cadre de service managé si on ne souhaite pas le faire soi-même. Donc on est voilà, on a votre disposition pour intégrer la solution. On y croit beaucoup. On estime que c'est un vrai complément aux outils d'administration Microsoft. Victor l'a bien mis en lumière. Il y a encore beaucoup de travail et la visibilité, pour moi, c'est ce que je retiens. La visibilité est clé et c'est ce qui nous permet d'avoir ensuite de savoir prendre les bonnes décisions. Donc, est-ce qu'on a des questions, des réponses? Claire, je ne l'ai pas suivi au fur et à mesure, honnêtement. J'ai vu. Alors, il y a une question de quelqu'un. Pour rappel, pour les gens qui sont encore là, vous pouvez poser vos questions. À droite, vous avez une petite icône avec un point d'interrogation, questions et réponses sur les événements directs. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On va répondre à la première question en attendant, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous laissera aussi, on vous enverra un petit mail après avec le replay et avec les liens de contact chez Varonis et Metis si vous avez des questions post-webinar. Alors, je vois qu'il y a une question sur peut-on voir rapidement le document partagé en cliquant dessus via l'arborescence? Sinon, comment doit-on procéder? Alors, déjà, il y a deux choses. C'est qu'au niveau du dashboard que j'ai montré, on a un certain nombre de KPI et de métriques, dont la KPI qui permet de dire voilà les documents partagés, alors que ce soit vers des externes, contenant de la donnée sensible, vous l'aurez compris, on a plusieurs métriques. Mais ce qui est intéressant et ce qui n'a pas été montré, c'est qu'en 2 clics, on peut arriver sur déjà la liste exhaustive derrière la métrique. Donc depuis l'interface web, c'est avoir en 2 clics les documents qui sont concernés. Deuxième point, c'est qu'on a une partie aussi reporting, avec Varonis qui permet de créer des rapports et de faire des souscriptions sur ces rapports pour pouvoir recevoir dans sa boîte mail en gros un audit, un état des lieux de tel ou tel KPI, telle ou telle métrique. Et donc du coup, en ça aussi, on pourra avoir ce lien qui permet, ce lien dans un fichier avec plusieurs liens évidemment, dans votre boîte mail avec une souscription via ce rapport. Troisième chose, l'interface. L'interface, la work area avec l'arborescence, effectivement, on peut avoir en un clic aussi tous les shared links qui ont été faits sur ce SharePoint Online, sur ce site SharePoint Online-ci ou sur OneDrive, etc. Donc on peut avoir aussi, là on est plus sur un use case, j'ai besoin d'avoir l'information tout de suite, je vais dans l'interface et j'ai l'information avec les droits tels que je l'ai montré dans la démo, c'est-à-dire avec les droits derrière ce partage. Enfin, sur la partie détection des comportements suspicieux, il y avait le slide qui montrait effectivement il y a eu un nombre anormal de fichiers partagés publiquement, etc. Donc ça veut dire qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Et donc là, à partir du moment où on a l'alerte, en fait, dans Varonis, donc ça c'était on avait une espèce de carte d'identité de l'alerte, si je puis dire, avec déjà un premier niveau d'information. Mais derrière, en un clic, vous pouvez avoir tous les événements qui ont généré cette alerte. Donc là, on est dans le forensique, on est dans l'investigation, et là, on aura dans les événements qui a partagé les documents et quoi surtout, et on aura le nom des documents en question. Donc là, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible avec de là où on peut effectivement avoir cette information. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Victor. On vous remercie beaucoup d'être venu à ce webinaire Metis Varonis. Merci beaucoup, Victor et David, pour vos présentations concernant ce webinaire. C'était très instructif. On l'espère, bien sûr, refaire d'autres webinaires ensemble dans les jours à venir. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée à tous.